Nous sommes le 1er novembre 1968, en Sicile. Une date qui devrait être synonyme de recueillement se transforme en un véritable cauchemar pour la famille Vanni. Ce jour-là, leur neveu de 4 ans, Antonino, surnommé Ninou, disparaît sans laisser de traces. Les recherches commencent immédiatement. Toute la petite ville de Scogliti se mobilise, la police, les carabiniers, les volontaires. On ratisse les environs, les plages, les campagnes. Mais rien. Le garçonnet s'est volatilisé. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois. L'enquête piétine, aucune piste sérieuse, aucun témoin fiable. La famille Vanni est dévastée, suspendue entre l'espoir et le désespoir. Puis le mystère prend une tournure encore plus étrange. La mère de Ninu commence à faire des rêves d'une précision troublante. Dans ses songes, elle voit son fils. Il lui parle, lui décrit un lieu, une grotte sombre, près de la mer. Il dit avoir froid, il dit qu'il est tombé. Ses rêves sont si vifs, si répétitifs, qu'elle finit par en être persuadée. Ce ne sont pas de simples cauchemars, ce sont des messages de son enfant disparu. Elle supplie les enquêteurs de prendre ces visions au sérieux, mais la police reste sceptique. Pour eux, ce ne sont que les divagations d'une mère en deuil, une manifestation de son chagrin immense. On la comprend, on la plaint, mais on ne la croit pas. Pourtant, elle insiste. Elle décrit la grotte avec des détails qu'elle ne pourrait pas connaître. Elle parle d'une entrée étroite, cachée par des buissons, d'une descente abrupte. Elle mentionne même la présence d'eau à l'intérieur. Face à son insistance et à la pression médiatique qui commence à monter autour de cette affaire, les carabiniers cèdent. Ils acceptent, un peu à contre-cœur, de suivre ses indications. Après tout, ils ont exploré toutes les autres pistes, sans succès. Pourquoi pas celle-ci, aussi irrationnelle qu'elle puisse paraître? La mère les guide alors le long de la côte, vers un endroit qu'elle n'a pourtant vu que dans ses rêves. Elle s'arrête devant une formation rocheuse qui correspond parfaitement à sa description. L'entrée est là, dissimulée par la végétation, exactement comme elle l'avait vue. Les secouristes se frayent un chemin. L'atmosphère est lourde, pesante. Ils descendent dans l'obscurité, le cœur battant. La grotte est humide, froide. Et puis, au fond, ils le trouvent. Le corps du petit Antonino repose là, dans la pénombre. L'autopsie confirmera plus tard qu'il est mort d'une chute accidentelle, probablement le jour même de sa disparition. Il a glissé dans cette crevasse, invisible aux yeux de tous. De tous, sauf de sa mère, guidée par un lien qui semble défier la mort et la raison. Comment cette femme a-t-elle pu connaître l'emplacement exact du corps de son fils? Comment a-t-elle pu décrire un lieu où elle n'était jamais allée avec une telle précision? La science parle de coïncidence, d'un esprit qui, sous le coup du traumatisme, a reconstitué inconsciemment un scénario plausible. Les enquêteurs eux-mêmes, pourtant pragmatiques, sont restés troublés. Ils ont admis que sans les indications de la mère, ils n'auraient probablement jamais trouvé le corps du petit garçon. Pour la famille et pour beaucoup de gens qui ont suivi l'affaire, l'explication est ailleurs. Elle est dans le domaine du paranormal, de la télépathie post-mortem, d'un amour maternel si puissant qu'il a réussi à traverser le voile de la mort pour guider les vivants. Cette histoire nous plonge au cœur d'une énigme fondamentale. Jusqu'où s'étend la conscience humaine? Est-elle limitée à notre enveloppe charnelle, à notre cerveau? Ou existe-t-il une connexion plus profonde, une sorte de réseau invisible qui nous lie à ceux que nous aimons, même après leur départ? Ce n'est pas la seule histoire de ce type. Partout dans le monde, des témoignages similaires existent. Des personnes qui reçoivent des messages, des visions, des avertissements de la part d'êtres chers disparus, menant souvent à des découvertes stupéfiantes. Prenons l'affaire Teresita Baza à Chicago en 1977. Une thérapeute retrouvée assassinée et brûlée dans son appartement. L'enquête est au point mort. Jusqu'au jour où une de ses collègues commence à être visitée par le fantôme de Teresita. Dans un état de transe, elle parle avec la voix de la défunte et accuse un certain Alan Shoaori, un aide-soignant de l'hôpital, d'être le meurtrier. Elle donne même des détails sur le vol de bijoux qui a accompagné le crime. La police, d'abord dubitative, enquête et retrouve les bijoux volés chez la petite amie de Shoaori. Confronté aux preuves, il avoue tout. Il est condamné pour le meurtre de Teresita Baza.
un crime résolu grâce à un fantôme. Ou encore, en Angleterre, le cas d'une fillette disparue en 1995. Après des semaines de recherches infructueuses, la police fait appel à un médium, Dennis Mackenzie. Il leur fournit une carte détaillée pointant un endroit précis, un canal, sous un pont particulier. Il décrit même la position du corps dans l'eau. Les plongeurs de la police, sceptiques mais à court d'options, se rendent sur les lieux indiqués. Et ils trouvent le corps de la petite fille exactement là où le médium l'avait dit. Coïncidence? Hasard incroyable? Ou preuve que certains individus possèdent une sensibilité, une capacité à percevoir des informations inaccessibles au commun des mortels? Ces phénomènes sont souvent appelés communication après la mort instrumentalisée, où l'esprit du défunt utiliserait un vivant comme un canal pour transmettre une information cruciale. Dans le cas d'Antonino Vanni, ce canal était sa propre mère. Le lien émotionnel intense entre une mère et son enfant est souvent évoqué pour expliquer pourquoi ce sont eux, les parents, qui sont les plus susceptibles de recevoir de tels messages. C'est une connexion primale, qui ne se brise apparemment pas si facilement. Les sceptiques, bien sûr, ont des arguments. Ils parlent de lecture à froid, une technique où l'on devine des informations à partir du langage corporel et des réactions d'une personne. Mais cela ne s'applique pas quand on découvre un corps dans un lieu inconnu. Ils parlent de souvenirs refoulés, de détails que la mère d'Antonino aurait pu voir sans s'en rendre compte et qui seraient remontés dans ses rêves. Mais comment aurait-elle pu voir l'intérieur d'une grotte cachée? Ils parlent enfin de la loi des grands nombres. Sur des milliers de rêves et de prémonitions, il est statistiquement inévitable que certains se réalisent par pur hasard. Mais la précision des détails dans l'affaire Vanni ou l'affaire Baza dépasse de loin la simple coïncidence statistique. Aujourd'hui encore, l'histoire du petit Ninu hante la mémoire collective en Sicile. Elle est devenue une sorte de légende locale, un rappel poignant et troublant que certaines choses échappent à notre compréhension. C'est une histoire qui ne parle pas seulement de mort et de paranormal, mais aussi d'amour. L'amour d'une mère qui ne renonce jamais, qui écoute son cœur et son intuition, même quand le monde entier lui dit qu'elle a tort. Un amour si fort qu'il a peut-être, juste peut-être, réussi à construire un pont entre deux mondes. Qu'auriez-vous fait à la place des enquêteurs? Auriez-vous écouté cette mère en détresse ou auriez-vous balayé ses rêves d'un revers de la main, les qualifiant de folie? Cette affaire nous force à nous interroger sur les limites de notre rationalité. Face à l'inexplicable, faut-il s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits, ou faut-il parfois oser ouvrir son esprit à des possibilités qui nous dépassent? L'histoire d'Antonino Vanni ne donne pas de réponse définitive. Elle ne fait que poser la question, laissant chacun face à ses propres convictions, à ses propres peurs et à ses propres espoirs. Le mystère demeure entier, intact, aussi froid et sombre que la grotte où un petit garçon de 4 ans a trouvé le repos éternel avant de lancer un dernier appel à sa mère depuis l'au-delà. Merci d'avoir suivi cette chronique. Si ces histoires mais qui défient un peu la logique vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations aux frontières du réel.